Chapitre 14. Évasion et capture. Les dissensions qui apparurent entre les duchés côtiers et ceux de l'intérieur à la fin du règne du roi subtil ne résultaient pas d'une rupture nouvelle, mais plutôt de la résurgence d'anciens différends. Les quatre duchés de la côte, Béarn, Serre, Ripon et Orphon, formaient un royaume bien avant la naissance des six duchés. Quand la tactique de combat unifié des États chalcèdes convainquit le roi manieur qu'il ne tirerait nul profit de leur conquête, il tourna ses ambitions vers l'intérieur des terres. La région de Bauge, avec ses populations au mode de vie tribal et nomade, fut rapidement soumise par les armées organisées qu'il dirigeait. La bourg, plus peuplée et plus citadine, se rendit à contre-cœur lorsque le roi de cette région se retrouva avec un territoire assiégé et des routes commerciales coupées. L'ancien royaume de la Bourg et la région connue sous le nom de Bauge furent considérés comme pays conquis pendant plus d'une génération. L'opulence de leurs greniers, de leurs vergers et de leurs troupeaux fut exploitée sans vergogne au profit des duchés côtiers. La reine Munificence, petite fille de Manieur, eut la sagesse de comprendre que cet état de fait entretenait le mécontentement des régions de l'intérieur et faisait preuve d'une grande tolérance et d'un grand discernement. Elle éleva les doyens tribaux du peuple de Bauge et les anciennes familles régnantes de la Bourg au rang de nobles. À l'aide de mariages et de dons de terre, elle forgea des alliances entre clans des côtes et de l'intérieur. Et elle fut la première à désigner son royaume sous le nom de six duchés. Mais toutes ces manœuvres politiques ne purent rien changer aux intérêts géographiques et économiques des différentes régions. Le climat, les habitants et les modes de vie des duchés de l'intérieur demeurèrent profondément différents de ceux de la côte. Durant le règne de Subtil, les divergences entre les deux parties du royaume furent exacerbées par les rejetons de ces deux reines. Ses fils aînés, Chevalerie et Vérité, étaient les fils de la reine Constance, noble dame de Orphon qui possédait aussi de la famille parmi l'aristocratie de Béarn. La seconde reine de Subtil, Désir, était originaire de Bauge, mais faisait remonter la lignée de sa famille jusqu'à la royauté séculaire de Labour, ainsi qu'à de très anciennes attaches avec les loin-voyants. D'où son assertion, souvent répétée, que son fils royal avait plus de sang bleu que ses deux demi-frères et, par conséquent, davantage droit au trône. Avec la disparition du roi servant Vérité et les rumeurs de sa mort, et la faiblesse évidente du roi subtil, il apparut au duc de la Côte que le pouvoir et le titre allaient revenir au prince royal, d'ascendance de l'intérieur. Ils préférèrent prendre position pour l'enfant à naître de Vérité, prince côtier, ils firent tout pour conserver et consolider le pouvoir des lignées de la côte. De fait, menacés comme ils l'étaient par les pirates rouges et les forgisations, les duchés côtiers n'avaient pas d'autre solution rationnelle. La cérémonie d'intronisation du roi servant fut trop longue. L'assistance avait été réunie à l'avance afin de permettre à Royal de traverser majestueusement ses rangs, puis de monter vers le trône où le roi subtil l'attendait en somnolant. La reine Kétriken, pâle comme un cierge, se tenait à la gauche de Subtil, un peu en retrait. Le roi était vêtu de robes et de cols de fourrure et arborait l'assortiment des bijoux royaux au grand complet. Mais Kétriken avait résisté aux propositions et aux exhortations de Royal d'en faire autant. Grande et droite, elle portait une robe pourpre unie, avec une ceinture attachée au-dessus de son ventre qui s'arrondissait, et un simple bandeau en or retenait ce qui restait de ses cheveux. Sans ce cercle de métal à ses tempes, on aurait pu la prendre pour une servante prête à obéir aux ordres de Subtil. Je savais qu'elle se considérait toujours plus comme oblat que comme reine, mais elle ne se rendait pas compte que l'austérité de sa tenue la faisait paraître excessivement étrangère à la cour. Le fou était là aussi, dans un habit noir et blanc fort défraîchi, et Raton avait retrouvé sa place au bout de son sceptre. Le fou s'était peint la figure de rayures également noires et blanches, et je me demandais s'il avait cherché à camoufler ses contusions ou à s'assortir à sa livrée. Il avait fait son apparition un peu avant Royal et s'était manifestement régalé du spectacle qu'il avait offert en remontant l'allée centrale avec force cabriole et bénédiction de Raton avant de faire une révérence à l'assistance, puis de bondir et de s'affaler gracieusement aux pieds du roi. Des gardes avaient fait mine de l'intercepter, mais les spectateurs hilars qui tendaient le cou pour mieux voir leur avaient barré le passage. Quand il était arrivé à l'estrade et s'y était assis,
Le roi avait baissé la main pour ébouriffer distraitement ses boucles éparses, et nul n'avait plus osé le chasser. Le public avait échangé des regards furieux, ou réjouis, selon la gravité avec laquelle chacun prenait son allégeance à Royal. Pour ma part, je craignais qu'il ne s'agit de la dernière facétie du fou. Toute la journée, l'atmosphère du château avait évoqué une marmite en ébullition. Je m'étais trompé en comptant sur Béarn pour garder bouche close. Un nombre inquiétant de nobliaux s'était soudain mis à me saluer de la tête ou à chercher mon regard. Comme je redoutais que les partisans de Royal ne s'en aperçoivent, je m'étais cantonné dans ma chambre, puis, pendant une bonne partie du début de l'après-midi, dans la tour de vérité où j'avais tenté en vain de l'artiser. J'avais choisi cette pièce dans l'espoir d'évoquer clairement son souvenir, mais j'avais échoué, car je restais constamment à l'affût des pas de Guillot dans l'escalier ou du frôlement de la présence de Justin ou de Sereine aux limites de mon esprit. Après avoir renoncé à artiser, je demeurai assis et réfléchis longuement à mon insoluble casse-tête. Comment éloigner les gardes de la chambre du roi? En bas de la tour, j'entendais la mer et le vent frapper les falaises. Et, quand je voulus entr'ouvrir les fenêtres, les rafales me repoussèrent carrément à l'autre bout de la pièce. De l'avis de la plupart des invités, c'était une belle journée pour la cérémonie. La tempête qui montait clouerait les pirates à leur présent mouillage et nous assurerait de l'absence de nouvelles attaques. Je regardais la pluie en croûtée de glace les congères, et j'imaginais Buriche, voyageant de nuit par ce temps avec la reine et le roi dans sa litière. C'était une mission que je n'aurais pas entreprise de gaieté de cœur. L'atmosphère propice à un événement mystérieux avait été mise en place. À présent, en plus des histoires à propos du grêlé et de serpents dans les cheminées, le désespoir régnait dans les cuisines. Le pain du jour n'avait pas levé, et le lait avait caillé dans les barriques avant même qu'on pût en récupérer la crème. La pauvre mijote, ébranlée jusqu'au tréfonds, avait déclaré que jamais rien de tel ne s'était produit dans ses cuisines, et les porchers avaient refusé qu'on donne le lait tourné au pourceau, convaincus qu'il était l'objet d'une malédiction. La fournée de pain raté avait obligé les marmitons à travailler double pour rattraper le temps perdu, alors qu'ils étaient déjà débordés d'ouvrages, avec tous les hôtes en surplus qu'il fallait nourrir. J'étais désormais à même d'attester que des cuisines de mauvaise humeur pouvaient affecter l'ambiance d'un château tout entier. Les plats servis à la salle de garde étaient réduits à la portion congrue. Le ragoût était trop salé, et la bière s'était mystérieusement éventée. Le duc de Labour se plaignit qu'on lui eût servi du vinaigre au lieu de vin dans ses appartements, ce qui conduisit le duc de Béarn à déclarer à ceux de Orfond et de Ripon que même un fond de vinaigre dans les leurs aurait été reçu comme une marque d'hospitalité. La remarque malheureuse parvint on ne sait comment aux oreilles de dame Pressée, qui réprimanda vigoureusement chambellan et serviteurs de n'avoir pas su étendre le peu de liesse qui restait à Castelcer aux petits appartements. Ils protestèrent qu'ordre avait été donné de dépenser le moins possible pour ces invités-là, mais on ne put trouver personne prêt à reconnaître avoir donné cet ordre, ni même l'avoir transmis. Ainsi s'était passée la journée, si bien que c'est avec un profond soulagement que je m'étais isolé dans la tour de vérité. Mais je n'avais pas osé couper à la cérémonie d'intronisation, car on aurait pu en tirer trop de conclusions. Aussi attendais-je l'entrée de Royal. Debout parmi l'assistance, mal à l'aise dans une chemise aux manches trop amples, et des choses qui me démangeaient épouvantablement. Mais le faste et l'apparat n'étaient pas au centre de mes préoccupations. Mon esprit était un tourbillon de questions et d'inquiétudes. Buriche avait-il réussi à sortir du château les chevaux et la litière? Il faisait nuit. Il était sans doute dehors, à l'heure qu'il était, dans la tempête, avec pour seul abri le taillis d'aulne. Il avait sûrement mis une couverture sur les chevaux, mais elle ne serait guère efficace contre la neige à demi fondue qui tombait à présent avec régularité. Il m'avait fourni le nom du forgeron chez qui il avait emmené Suy et Rousseau. Il faudrait que je me débrouille pour payer la somme hebdomadaire que demandait l'homme et me rendre sur place de temps en temps afin de vérifier qu'ils étaient bien soignés. Buriche m'avait fait promettre de ne charger nul autre de cette tâche. La reine pourrait-elle se retirer seule dans sa chambre? Et encore, et toujours, comment éloigner les occupants des appartements de Subtil afin qu'Imbre puisse l'enlever? Un murmure surpris me tira de mes réflexions. Je me tournai vers l'estrade où tous les regards semblaient converger. Après un bref vacillement, la flamme d'une des grandes bougies qui brûlait était devenue bleue. Une autre se mit à cracher des étincelles. Puis sa flamme devint un instant bleue elle aussi.
Le murmure grandit, mais les bougies fantasques s'étaient remises à se consumer de façon régulière et normale. Ni Kétriken ni le roi subtil ne parurent remarquer quoi que ce fût d'étrange. Mais le fou se redressa et réprimanda les chandelles capricieuses en agitant Raton dans leur direction. Enfin, Royal fit son apparition, resplendissant de velours rouge et de soie blanche. Une petite fille marchait devant lui en balançant un encensoir où brûlait du bois de santal, et Royal souriait à la cantonade, croisait des regards entendus et hochait la tête de même, tout en avançant à pas lents vers le trône. Tout ne se passa pas aussi bien qu'il l'avait prévu. Le roi subtil eut un moment d'hésitation, puis regarda d'un air perplexe le manuscrit qu'on lui avait donné à lire. Pour finir, Kétriken prit le rouleau de ses mains tremblantes, et Subtil lui sourit, tandis qu'elle commençait à lire les mots qui devaient lui fendre le cœur. Il s'agissait d'un catalogue précis des enfants que le roi Subtil avait engendrés, y compris une fille morte en bas âge. D'abord, selon leur ordre de naissance, puis selon la date de leur décès. Le tout désignant Royal comme seul survivant et héritier légitime. Elle n'achoppa point sur le nom de vérité, et lut sans défaillir la petite phrase disparu lors d'une mission au royaume des montagnes, comme s'il s'agissait d'une liste d'ingrédients de cuisine. Nulle mention n'était faite de l'enfant qu'elle portait. Encore à naître, c'était un héritier, mais pas un roi servant. Il ne pourrait prétendre au titre avant d'avoir 16 ans. Dans le coffre de vérité, Kétriken avait pris la couronne du roi servant, simple bandeau d'argent serti d'une pierre bleue, et le pendentif d'or et d'émeraude en forme de cerf bondissant. Elle les remit d'abord au roi subtil, qui les contempla comme désorientés, sans faire le moindre geste pour les confier à Royal. Pour finir, celui-ci les lui prit des mains et Subtil le laissa faire. Royal se posa lui-même la couronne sur la tête, se passa le pendentif autour du cou et se tourna vers l'assistance, nouveau roi servant de Siduché. Le minutage d'ambre manquait un peu de précision et les bougies ne commencèrent à jeter des éclats bleus qu'au moment où les ducs s'avancèrent pour renouveler leur allégeance à la maison des lois voyants. Royal s'efforça de ne pas prêter attention au phénomène, mais les murmures de l'assistance menacèrent bientôt de noyer le serment du duc de Labour. Alors, il se tourna et moucha négligemment la bougie fautive. J'admirais son aplomb, surtout lorsque la flamme d'une autre bougie devint presque aussitôt bleue et qu'il répéta son geste. Je trouvais personnellement le présage un peu excessif quand une torche plantée dans une applique au mur cracha soudain une flamme bleue dans un bruit de souffle et en émettant une odeur pestilentielle avant de s'éteindre peu à peu. Tous les yeux s'étaient tournés vers le prodige, et Royal prit son mal en patience. Mais je vis bien la crispation de ses mâchoires et la petite veine qui battait à sa tempe. J'ignore comment, à l'origine, il avait projeté d'achever la cérémonie, mais il y mit rapidement terme. À un signal sec de sa part, les ménestrels se mirent soudain à jouer tandis que, répondant à un autre signe, les portes s'ouvraient et que des serviteurs apportaient des plateaux de table déjà dressés, suivis de jeunes garçons chargés de tréteaux pour les soutenir. Pour cette fête-ci, du moins, ils n'avaient pas fait les choses à moitié, et les viandes et les pâtisseries soigneusement préparées reçurent le meilleur accueil. Si le pain semblait manquer un peu, nul n'en fit la remarque. Des tables avaient été installées dans la petite salle pour la haute noblesse, et je vis qu'Itriken y accompagnait à pas lents le roi subtil, tandis que le fou, héros marin, leur emboîtait le pas. Pour nous, de rang moindre, on avait servi des nourritures plus simples, mais abondantes, et une partie de la salle avait été libérée pour qui voulait danser. J'avais prévu de manger copieusement au banquet, mais sans cesse je me faisais accoster par des hommes qui m'assonnaient de trop fortes claques sur l'épaule et des femmes qui me lançaient des regards trop entendus. Les ducs de la côte étaient à table avec les autres nobles et feignaient de rompre le pain avec Royal pour cimenter leur nouvelle relation. Béarn m'avait dit que les 3 ducs côtiers seraient mis au courant du fait que j'approuvais leur plan. Mais je constatais avec effroi que la petite noblesse n'en ignorait rien non plus. Célérité ne me demanda pas franchement de lui servir d'escorte, mais m'embarrassa fort en me suivant partout sans un mot, comme un chien. Je ne pouvais me retourner sans la voir quelques pas derrière moi. Manifestement, elle attendait que je lui parle. Mais je ne me faisais pas confiance pour trouver les mots qu'il fallait. Je faillis m'enfuir lorsqu'un obliau de hors-fond me demanda d'un air dégagé si je pensais qu'un des navires de combat serait posté à Fausse Baie, très au sud. Avec désespoir,
Je compris soudain mon erreur. Aucun d'entre eux n'avait peur de Royal. Ils ne voyaient en lui nul danger, seulement un petit freluquet qui avait envie de porter de beaux habits, un bandeau d'argent et un titre ronflant. Ils croyaient qu'il allait partir et qu'il pouvait le tenir pour quantité négligeable. Je n'avais pas cet aveuglement. Je savais ce dont Royal était capable, par soif de pouvoir, par caprice, ou simplement parce qu'il pensait pouvoir agir impunément. Il allait quitter Castelserre, dont il ne voulait pas, mais s'il apprenait que j'étais prêt à reprendre le château à mon compte, il ferait tout pour m'en empêcher. J'étais censé y rester, abandonné, pour y mourir de faim, ou sous les coups des pirates, pas accéder au pouvoir en escaladant les décombres qu'il laissait derrière lui. Si je ne me montrais pas très prudent, ces nobles de la côte allaient me faire tuer. Pire, si Royal inventait à mon intention un sort qu'il jugea plus horrible encore. Par 2 fois, j'essayai de m'éclipser, et par 2 fois, je me fis acculer par quelqu'un qui voulait me parler discrètement. Je finis par prétexter une migraine et annoncer à la cantonade que j'allais me coucher. Après quoi, je dus supporter les vœux de bonne nuit qu'une dizaine de personnes au moins se hâtèrent de venir me présenter. À l'instant où je me croyais enfin libre, Célérité toucha timidement ma main et me souhaita un bon sommeil d'un ton accablé. Je compris que je l'avais blessé, et j'en fus bouleversé plus que par tout ce que j'avais vu ce soir-là. Je la remerciai, et, geste le plus lâche que j'eusse accompli de la soirée, je baisai le bout de ses doigts. La lumière qui rejaillit alors dans ses yeux m'emplit de honte, et je m'enfuis dans les escaliers. Tout en gravissant les marches, je me demandais comment Vérité ou mon père avaient pu supporter ce genre de situation. Si j'avais jamais rêvé d'être un vrai prince au lieu d'un bâtard, c'est à cet instant que je renonçais à ce rêve. C'était une fonction beaucoup trop publique. Et, le cœur serré, je m'aperçus que telle serait ma vie tant que Vérité ne serait pas revenue. L'illusion du pouvoir me collait désormais à la peau et beaucoup s'en laisseraient éblouir. Dans ma chambre, j'enfilai avec soulagement des vêtements plus pratiques. Comme j'ajustais ma chemise, je sentis la petite poche du poison que j'avais préparé pour Murfess, toujours cousue à l'intérieur de ma manche. Peut-être, songeai-je amèrement, cette pochette me porterait-elle chance. Je sortis et commis l'acte le plus stupide de la soirée. Je me rendis chez Molly. Le couloir des serviteurs était désert, à peine éclairé par 2 torches vacillantes. Je frappai à sa porte. Pas de réponse. Je soulevai doucement la clenche. Elle n'était pas verrouillée. La porte s'ouvrit sous ma poussée. Une chambre vide et obscure. Nul feu ne brûlait dans le petit âtre. Je mis la main sur un bout de chandelle et allai l'allumer à une torche. Puis je revins dans la pièce et fermai la porte derrière moi. Je demeurai sans bouger pendant que le désastre prenait soudain substance devant moi. Tout me parlait de Molly. Le lit sans drap ni couverture. La cheminée nettoyée, mais avec une petite réserve de bois prête pour le prochain occupant. Tous ces détails me dirent qu'elle s'était chargée elle-même de la chambre avant de partir. Pas un ruban, pas une bougie, pas même un bout de mèche ne subsistait pour évoquer la femme qui avait vécu ici l'existence d'une servante. Le broc était posé à l'envers dans la cuvette pour le garder de la poussière. Je m'assis dans son fauteuil devant l'âtre froid, puis ouvris son coffre à vêtements. Mais ce n'était pas son fauteuil, son âtre ni son coffre. Ce n'étaient que des objets qu'elle avait touchés pendant le bref moment qu'elle avait passé ici. Molly était partie. Elle ne reviendrait pas. En refusant de penser à elle, j'avais réussi à ne pas m'effondrer, mais cette chambre vide arracha le bandeau que je m'étais mis sur les yeux. Je regardai au fond de moi, et ce que je vis m'emplit de mépris. Que ne pouvais-je reprendre le baiser que j'avais déposé sur les doigts de Célérité? Baume pour l'orgueil meurtri d'une jeune fille, ou leurre pour l'allier, elle et son père, à moi. Je ne savais plus, mais ni l'un ni l'autre ne pouvait se justifier, ni l'un ni l'autre n'était juste si je croyais tant soit peu en l'amour que j'avais juré à Molly. Ce seul geste prouvait que j'étais bel et bien coupable de tout ce dont elle m'accusait. Toujours, je ferais passer les loin-voyants avant elle. Je lui avais fait miroiter le mariage, et je l'avais dépouillée de toute fierté d'elle-même et de toute foi en moi. Elle m'avait fait mal en me quittant, mais elle porterait toujours en elle ce que j'avais infligé à sa propre confiance en elle. Elle croirait toujours qu'elle avait été jouée, utilisée par un jeune homme, égoïste et menteur, qui n'avait même pas eu le courage de se battre pour elle.
La désolation peut-elle être source de courage, ou bien fût-ce témérité née d'un désir d'autodestruction? Toujours est-il que je redescendis les escaliers d'un pas décidé et me rendis tout droit aux appartements du roi. Les torches du couloir m'agacèrent en crachotant des étincelles bleues sur mon passage. Un peu trop théâtral, Imbre. Je me demandais s'il avait ainsi traité toutes les bougies et toutes les torches du château. J'écartai la tenture et entrai. La place était vide, personne dans le salon, personne non plus dans la chambre du roi. Tout avait un aspect usé maintenant que les objets de qualité avaient été emportés. On eût dit la chambre d'une auberge médiocre. Il n'y avait plus rien à voler, sans quoi Royal aurait posté un garde à la porte. Curieusement, ces appartements m'évoquèrent la chambre de Molly. Il y restait quelques affaires, literie, vêtements et autres. Mais ce n'était plus la chambre à coucher de mon roi. Je m'approchai d'une table, là exactement où je me tenais enfant, tandis que Subtil, tout en prenant son petit déjeuner, me posait chaque semaine des questions tortueuses sur mes leçons, et me rappelait chaque fois que, si j'étais son sujet, il était aussi mon roi. Cet homme n'existait plus. Il avait été arraché à cette pièce, la pagaille d'un homme actif, le tendeur à bottes, les épées, les manuscrits éparpillés avaient été remplacés par des brûloirs à herbes et des tasses collantes où restait un fond de thé drogué. Le roi Subtil avait quitté cette chambre depuis longtemps. Cette nuit, c'est un vieillard invalide que j'allais enlever. J'entendis des bruits de pas, maudissais mon imprudence, je me glissai derrière une tenture et me tins immobile. Un murmure de voix me parvint du salon. Murfess et, d'après le ton moqueur, le fou. Je me faufilai hors de ma cachette pour jeter un coup d'œil par le rideau qui me séparait d'eux. Kitriken était assise sur le divan à côté du roi et parlait avec lui à voix basse. Elle paraissait lasse. Des cernes noires soulignaient ses yeux, mais elle souriait au roi, et je me réjouis d'entendre Subtil chuchoter une réponse à ce qu'elle lui avait dit. Murfess était accroupi devant la cheminée, occupé à placer des bûchettes sur le feu avec une minutie excessive. Non loin de lui, Romarin était affalé par terre, sa nouvelle robe toute froissée autour d'elle. Je la vis bâiller d'un air épuisé, puis pousser un soupir et se redresser. Elle me fit pitié. La longue cérémonie m'avait fait exactement le même effet. Le fou se tenait derrière le fauteuil du roi. Il tourna soudain la tête, fixa son regard droit sur moi comme si le rideau n'avait aucune matérialité pour lui, et je ne vis plus que lui. Il se retourna brusquement vers Murfess. C'est ça. Souffle, sire Murfess, souffle bien chaud. Peut-être n'aurons-nous pas besoin de rallumer le feu, avec la chaleur de ton haleine pour chasser le froid de la pièce. Toujours accroupi, Murfess le foudroya du regard par-dessus son épaule. Apporte-moi du bois, tu veux-tu? La flamme court le long des brindilles, mais rien ne prend. Il me faut de l'eau chaude pour préparer sa tisane soporifique au roi. Tu veux que je bûche pour toi? Que je bûche? De bois, je ne suis pas, beau Murfess, et point ne brûlerai-je, si près que tu t'enfles et souffles sur moi. Garde! Oh là, garde! Venez bûcher un peu, apportez du bois! D'un bond, le fou quitta sa place derrière le roi et se dirigea en cabriolant vers la porte où il traita le rideau comme s'il fût en chêne massif. Enfin, il passa la tête dans le couloir, appela les gardes à cris vigoureux, puis rentra la tête et revint avec la mine déconfite. Pas de garde, pas de bûche, pauvre Murfess! D'un air grave, il observa l'intéressé qui, à quatre pattes, tisonnait le feu à coups rageurs. Peut-être que si tu te tournais de poupe en proue et soufflais ainsi sur le feu, les flammes danseraient plus gaiement pour toi. Vire d'avant en arrière et crée un courant d'air, brave Murfess! Une des chandelles de la chambre se mit soudain à cracher des étincelles bleues. Tous, même le fou, tressaillirent en entendant le bruit, et Murfess se redressa lourdement. Je ne l'aurais pas cru superstitieux, mais la lueur affolée qui passa brièvement dans ses yeux indiqua clairement qu'il n'appréciait pas le présage. Le feu ne veut pas prendre, déclara-t-il. Puis, comme s'il prenait conscience du sens de ses paroles, il se tut, bouche bée. Nous sommes ensorcelés, fit le fou d'un ton aimable. Sur la pierre d'âtre, la petite Romarin ramena ses genoux sous son menton et promena un regard effaré sur la pièce. Toute trace d'assoupissement disparut. Pourquoi les gardes ne sont-ils pas là? Demanda Murfess d'un ton furieux. Il s'approcha de la porte à grands pas et regarda dans le couloir. Toutes les torches ont la flamme bleue! S'exclama-t-il d'une voix étranglée. Il rentra la tête, regarda autour de lui éperdument. Romarin! Cours chercher les gardes! Ils ont dit qu'ils n'allaient pas tarder!
Romarin secoua la tête et serra davantage ses genoux contre sa poitrine. Tu veux encore les faire bûcher? Bûcher des gardes en bois? Ah, prends garde de ne pas être pris entre le bois et l'écorce. Des gardes en bois brûleraient-ils? Cesse tes jacasseries, dit sèchement Murfess. Va chercher les gardes. Va chercher. D'abord, il me prend pour une bûche et maintenant pour un bichon. Ah, va chercher le bois, tu veux dire le bâton? Où est le bâton? Et le fou se mit à aboyer comme un roquet tout en gambadant à travers la pièce à la recherche d'un bout de bois imaginaire. Va chercher les gardes! Peu s'en était fallu que Murfess ne hurle. La reine intervint d'un ton ferme. Fou. Murfess, assez. Vous nous fatiguez avec vos singeries. Et vous, Murfess, vous faites peur à Romarin. Allez chercher vous-même les gardes, si vous tenez tant à les voir ici. Quant à moi, j'aimerais avoir la paix. Je suis fatigué. Et je vais devoir me retirer bientôt. Ma reine, il se prépare un malheur ce soir, insista Murfess, en jetant autour de lui des coups d'œil inquiets. Je ne suis pas homme à me laisser ébranler par de vagues présages, mais ils sont trop nombreux pour qu'on n'y prête pas attention. J'irai chercher les gardes, puisque le fou n'en a pas le courage. Il braille, il pleure. Pour que les gardes viennent le protéger de brindilles qui ne veulent pas brûler, c'est moi qui manque de courage. Pauvre de nous. La paix, fou, par pitié. Le ton suppliant de la reine semblait sincère. Murfess, allez chercher au lieu de garde d'autres bois. Notre roi n'a pas besoin de tout ce remue-ménage, mais simplement de repos. Allez. Murfess se dirigea à pas lents vers la porte, manifestement peu réjoui à l'idée d'affronter seul la lumière bleue du couloir. Le fou lui dit en mignodant. Veux-tu que je t'accompagne pour te tenir la main, vaillant Murfess? À ces mots, l'homme accéléra et sortit enfin. Comme le bruit de ses pas s'évanouissait, le fou tourna de nouveau son regard vers l'endroit où je me cachais pour m'inviter à révéler ma présence. Ma reine, dis-je à mi-voix, en sortant de la chambre à coucher du roi. Et seule une brisque inspiration trahit sa surprise. Si vous souhaitez vous retirer, le fou et moi nous occuperons de coucher le roi. Je vous sais lasse et désireuse de vous reposer tôt ce soir. Sur la pierre d'âtre, Romarin me dévisageait, les yeux écarquillés. Peut-être, en effet, répondit Kétriken en se levant avec une étonnante vivacité. Viens, Romarin. Bonne nuit, mon roi. Elle sortit majestueusement de la pièce et Romarin trotta sur ses talons en nous jetant des regards par-dessus son épaule. Dès que le rideau de la porte fut retombé, je me précipitai auprès du roi. Monseigneur, il est temps, lui dis-je doucement. Je vais monter la garde ici pendant que vous vous en irez. Y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaitez emporter? Il avala sa salive, puis accommoda son regard sur moi. Non, non, il n'y a plus rien qui m'intéresse ici. Plus rien à regretter. Plus rien qui me retienne. Il ferma les yeux et murmura. J'ai changé d'avis, Fitz. Je crois que je vais rester ici et mourir dans mon lit cette nuit. Le fou et moi en demeurâmes un instant pantois, puis. Ah non! S'exclama le fou à mi-voix, tandis que je disais. Mon roi, vous êtes simplement fatigué? Et je ne pourrais que me fatiguer davantage. Il avait un regard d'une étrange lucidité. Le jeune roi que j'avais brièvement touché quand nous avions artisé ensemble me contemplait du fond de ses yeux tourmentés de douleur. Mon corps ne m'obéit plus. Mon fils est devenu un serpent. Royal sait que son frère est vivant. Il sait qu'il n'a pas le droit à la couronne qu'il porte. Je ne pensais pas qu'il... Je pensais qu'au dernier moment il se reprendrait. Des larmes montèrent à ses yeux. Je croyais sauver mon roi d'un prince félon. J'aurais dû comprendre qu'on ne sauve pas un père de la trahison de son fils. Il tendit la main vers moi, une main autrefois musclée par le maniement de l'épée, muée aujourd'hui en griffes jaunâtres et décharnées. Je voudrais dire adieu à vérité. Je voudrais qu'il sache de ma bouche que je ne me suis pas prêté à ce qui se passe, que j'ai au moins cette loyauté envers le fils qui m'est resté fidèle. Il indiqua le sol à ses pieds. Viens, Fitz. Emmène-moi auprès de lui. Il n'était pas question de refuser cet ordre, et je n'hésitais pas. Je m'agenouillai devant lui. Le fou alla se placer derrière lui, des larmes traçant des sillons gris dans son maquillage noir et blanc. Non, murmura-t-il d'un ton pressant.
Mon roi, levez-vous. Allons nous cacher. Là, vous aurez le temps d'y réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de décider maintenant. Subtil ne lui prêta nulle attention. Je sentis sa main se poser sur mon épaule, et je lui ouvris ma force, surpris malgré ma peine d'avoir enfin appris à le faire à volonté. Nous plongeâmes ensemble dans le fleuve noir de l'art, et nous tourbillonnâmes dans son courant tandis que j'attendais les instructions de mon roi. Mais il m'étreignit soudain. Fils de mon fils, roi sang de mon sang, à ma façon, je t'ai aimé. Mon roi, mon jeune assassin, qu'ai-je fait de toi? Comment ai-je pu ainsi pervertir ma propre chair? Tu ignores à quel point tu es jeune encore, fils de chevalerie. Il n'est pas trop tard pour te redresser. Relève la tête. Vois au-delà de tout cela. J'avais passé ma vie à me transformer selon ses désirs. Ces mots m'emplirent de confusion et de questions auxquelles il n'était pas l'heure de répondre. Je sentais ses forces décliner. Vérité, lui rappelai-je. Il tendit son esprit et je l'affermis dans son effort. Je perçus l'effleurement de la présence de vérité, puis un brusque affaiblissement du roi. Je le cherchai à tâtons comme on plonge dans l'eau profonde à la rescousse d'un homme qui se noie. Je saisis sa conscience, la serrai contre moi, mais c'était comme agripper une ombre. Dans mes bras, c'était un enfant effrayé qui luttait contre il ne savait quoi. Puis il disparut. On eût dit une bulle de savon qui éclate. J'avais cru avoir un aperçu de la fragilité de la vie quand j'avais tenu la petite fille morte dans mes bras. Mais maintenant, je la connaissais. Présent un instant, puis plus rien l'instant d'après. Même une chandelle qu'on souffle laisse un mince ruban de fumée. Mon roi avait simplement disparu. Mais je n'étais pas seul. Tout enfant a retourné un oiseau mort trouvé dans les bois et ressenti le bouleversement et la terreur de voir les asticots à l'œuvre sous la carcasse. Les puces sont plus nombreuses et les tiques plus grosses sur un chien mourant. Justin et Sereine, tels des sangsues délaissant un poisson à l'agonie, tentèrent de se coller à moi. Elle était là, l'origine de leur force accrue et du lent dépérissement du roi. La brume qui obscurcissait son esprit et emplissait ses jours de torpeur. Galen, leur maître, avait fait de vérité sa cible, mais il avait échoué à le tuer et trouvé lui-même la mort. Depuis combien de temps ces deux-là étaient-ils fixés au roi? Depuis combien de temps aspiraient-ils sa force d'art? Je ne le saurais jamais. Ils avaient dû écouter tout ce qu'il artisait à vérité par mon biais. Bien des mystères s'éclairaient soudain. Mais il était trop tard. Ils fondirent sur moi, et j'ignorais comment leur échapper. Je les sentis se coller à moi, et je sus que c'était mes forces qu'ils suçaient à présent, et que, sans motif pour les retenir, ils allaient me tuer en quelques instants. Vérité, criai-je. Mais j'étais déjà trop faible. Je ne pouvais plus l'atteindre. Pas les pattes, les roquets. Un grondement familier et œil de nuit repoussa à travers moi. Je ne pensais pas qu'il y arriverait, mais, comme il l'avait déjà fait, il employa l'arme du vif par le canal ouvert par l'art. Vif et art sont deux choses différentes, aussi dissemblables que la lecture et le chant, ou que la nage et la monte à cheval. Pourtant, quand mes deux agresseurs étaient liés à moi par l'art, ils devaient être vulnérables à cette autre magie. Je les sentis écartés de moi, puis mais ils étaient deux pour résister à l'attaque d'œil de nuit. Ils ne pouvaient les vaincre ensemble. Debout, sauve-toi, fuis ceux que tu ne peux combattre. Sage conseil. La peur me renvoya dans mon corps et je dressai aussitôt les protections de mon esprit contre le contact. Quand je le pus, j'ouvris les yeux. J'étais étendu, haletant sur le sol du bureau du roi, tandis que le fou s'était jeté sur le corps de Subtil et pleurait à grands sanglots. Je sentis des volutes sournoises d'art essayer de m'atteindre, mais je me retirai au plus profond de moi-même et m'abritai éperdument comme vérité me l'avait enseigné. Pourtant, je continuais de percevoir leur présence, tels des doigts de spectre qui tiraillaient mes vêtements, qui glissaient sur ma peau. J'en fis empli de révulsion. Tu l'as tué! Tu as tué mon roi, traître immonde! Me cria le fond. Non, ce n'est pas moi, c'est à peine si j'avais pu articuler ces mots. À ma grande horreur, Murphès s'encadra dans la porte et embrassa la scène avec un regard effaré. Puis il releva les yeux et hurla d'épouvante en lâchant la brassée de bois qu'il avait apportée. Le fou et moi tournâmes ensemble la tête. À la porte de la chambre du roi se tenait le grêlé. Même en sachant qu'il s'agissait d'Imbre, je connus un instant de terreur à m'en faire dresser les cheveux sur la tête. Il était vêtu d'un linceul en lambeaux, maculé de terre et de moisissures. Ses longs cheveux gris pendaient en mèches répugnantes sur son visage. Il s'était passé de la cendre sur la peau
pour mieux faire ressortir ses cicatrices livides. Lentement, il pointa le doigt sur le mur-fesse. L'homme poussa un cri d'effroi, puis se sauva en hurlant dans le couloir. Ses appels bégayant à la garde retentirent dans le château. Que se passe-t-il demanda Imbre dès que Murfess se fut enfui. D'une seule enjambée, il fut auprès de son frère. Il posa ses longs doigts maigres sur sa gorge. Je savais quel serait le verdict. Je me relevai avec difficulté. Il est mort, mais ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mon cri couvrit les lamentations de plus en plus aiguës du fou. Les doigts d'Ar me griffaient avec insistance. Je vais tuer les responsables. Emmenez le fou en sécurité. Vous êtes-vous déjà occupé de la reine? Les yeux agrandis, Imbre me dévisageait comme s'il ne m'avait jamais vu. Toutes les bougies de la pièce se mirent soudain à cracher des flammes bleues, ce qui convenait tout à fait à l'atmosphère. Emmenez-la en sécurité, ordonnai-je, à mon mentor, et faites en sorte que le fou l'accompagne. S'il reste ici, il est mort. Royal se verra tuer tous ceux qui se seront trouvés dans cette pièce ce soir. Non, je ne veux pas l'abandonner. Le fou avait les yeux écarquillés et vides, comme ceux d'une bête enragée. Débrouillez-vous pour l'emmener, Imbre. Sa vie en dépend. Je saisis le fou par les épaules et le secouai violemment. Sa tête ballotta d'avant en arrière sur son cou gracile. Accompagne Imbre et ne fais pas de bruit. Tais-toi, si tu veux que la mort de ton roi soit vengée. C'est ce que je vais faire. Un brusque tremblement s'empara de moi, et le monde se mit à danser, noir sur les bords. De l'écorce elfique, fis-je d'une voix étranglée. Il faut que vous me donniez de l'écorce elfique. Ensuite, fuyez. Je jetai le fou dans les bras d'Imbre. Le vieillard le prit entre ses bras noueux, et j'eus l'impression de voir la mort l'étreindre. Ils sortirent, Imbre poussant le fou en pleurs devant lui. Un instant plus tard, j'entendis l'imperceptible frottement de la pierre sur la pierre. Ils étaient saufs. Je tombai à genoux, puis m'écroulai sans pouvoir m'en empêcher. Je levai la main vers le genou de mon roi mort. La sienne, qui se refroidissait, glissa de la coudoir et tomba sur ma tête. L'instant est mal choisi pour pleurer, dis-je tout haut dans la chambre vide, mais mes larmes coulèrent néanmoins. Des tourbillons noirs bordaient ma vue. Les doigts d'Ar fantôme griffaient mes murs, arrachaient mon mortier, testaient chaque pierre. Je les repoussais, mais ils revenaient sans cesse. Je me souvins du regard que m'avait lancé Imbre, et je doutais qu'il revînt. Toutefois, je pris une inspiration. Œil de nuit, conduis-les au terrier du renardier. Je lui montrai l'entrepôt d'où ils émergeaient et l'endroit où ils devaient aller. Je ne pus faire davantage. Mon frère? Conduis-les, mon frère! Je l'écartai faiblement et le sentis s'en aller. Et toujours les larmes ruisselaient stupidement sur mon visage. Je cherchai un point d'appui et ma main toucha la ceinture du roi. J'ouvris les yeux, m'efforçai d'éclaircir ma vision. Son couteau, non pas une dague d'apparat incrustée de bijoux, mais le couteau simple que tout homme porte à la ceinture pour les tâches de tous les jours. J'inspirai, puis le sortis de son fourreau, le posai sur mes genoux et le contemplai. Une lame honnête, effilée par des années d'usage. Une poignée en bois de serre, sans doute sculptée autrefois, mais elle aussi usée, lissée par la main de son propriétaire. J'y passai doucement les doigts et découvris ce que mes yeux ne pouvaient déchiffrer. La marque de Hod. Le maître d'armes avait fabriqué cet objet pour son roi, qui s'en était bien servi. Un souvenir me revint. Nous sommes des outils, avait dit Imbre, et j'étais l'outil qu'il avait forgé pour le roi. Subtil m'avait regardé en se demandant: qu'ai-je fait de toi? Moi, je ne me le demandais pas. J'étais l'assassin du roi, à plus d'un titre. Mais je ferai en sorte de le servir une dernière fois comme j'y avais été formé. Quelqu'un s'accroupit à côté de moi. Imbre. Je tournai la tête vers lui. De la graine de charisme, dit-il. Pas le temps de préparer de l'écorce elfique. Viens, je t'emmène à l'abri. Non. Je pris le gâteau de Caris au miel et me le fourrai tout entier dans la bouche. Je me mis à mâcher en broyant soigneusement les graines pour en exprimer toute la force, puis j'avalai ma bouchée. Allez-y, ordonnai-je. J'ai une tâche à remplir, et vous aussi. Burrich vous attend. L'alerte va être bientôt donnée. Emmenez vite la reine, tant qu'il vous est possible de prendre de l'avance sur vos poursuivants. Je me charge de les occuper. Il me lâcha. Au revoir, mon garçon, fit-il d'un ton bourru. Il se pencha pour me baiser le front. C'était un adieu. N'espérez pas me revoir vivant.
Nous étions deux dans le même cas. Il me laissa là, et, avant même d'entendre le raclement de la pierre, je sentis les premiers effets de la graine de calice. Je n'avais déjà pris à la fête du printemps, comme tout le monde. Un infime saupoudrage sur un gâteau provoque une joyeuse légèreté du cœur. Burrich m'avait raconté que des maquignons malhonnêtes ajoutaient au grain de leurs chevaux de l'huile de calice afin de leur faire gagner une course, ou donner bon air à un animal malade lors d'une vente aux enchères. Il avait ajouté qu'un cheval ainsi traité n'était souvent plus jamais le même, s'il survivait. Je savais qu'Imbre s'en était servi à l'occasion, et je l'avais vu tomber comme une masse lorsque les effets avaient cessé. Pourtant, je n'avais pas hésité. Peut-être, songeai-je brièvement, peut-être Burrich avait-il vu juste à propos de l'extase que me procurait l'art, ou l'emportement et la fureur de la bataille. Méprisais-je la mort, ou bien la désirais-je? J'interrompis rapidement mes réflexions. La graine de Caris s'emparait de moi, j'avais la force de 10 hommes, et mon cœur s'élevait comme un aigle dans le ciel. Je me relevai d'un bond, me dirigeai vers la porte, puis fis soudain demi-tour. Je m'agenouillai devant mon roi mort, pris son couteau et le plaçai devant mon front tout en prêtant serment. Cette lame sera l'instrument de votre vengeance. Je lui baisai la main et le laissai devant le feu. Les étincelles azur que crachaient les bougies m'avaient paru déconcertantes, mais l'éclat bleu des torches du couloir était franchement surnaturel. On avait l'impression de plonger le regard dans des eaux profondes et immobiles. Je me mis à courir tout en gloussant sans raison. En dessous, j'entendais des éclats de voix, celles de Murfès plus aigus que les autres. Des flammes bleues, le grêlé, criait-il. Le temps n'avait pas autant passé que je le craignais, et à présent, il m'attendait, léger comme la brise. Je parcourus le couloir au pas de course, trouvai une porte ouverte et la franchis. Là, je pris patience. Il leur fallut une éternité pour monter l'escalier et davantage encore pour passer devant ma porte. J'attendis qu'ils fussent entrés chez le roi, et quand j'entendis les premiers cris d'alarme, je bondis hors de ma cachette et m'élançai dans les escaliers. Quelqu'un s'exclama, mais nul ne me poursuivit. Et j'étais au pied des marches quand une voix donna enfin l'ordre de me rattraper. J'éclatai de rire, comme s'ils en étaient capables. Le château de Castelcerre était un dédale de couloirs secondaires et de passages réservés au service parfaitement connu d'un garçon qui y avait grandi. Je savais où je voulais me rendre. Mais je ne pris pas le chemin le plus direct. Je courais tel un renard, faisais une brève apparition dans la grande salle, survolant les pavés de la cour des lavandières, terrifiant mijote en traversant ses cuisines à toute allure. Et toujours, les blêmes doigts d'art me griffaient, me palpaient, sans savoir que j'arrivais, mes chéris. J'arrivais pour m'occuper de vous. Galen, qui était né et avait grandi en Bauge, avait toujours détesté la mer. Il en avait peur, je pense, et ses appartements se trouvaient donc du côté du château face aux montagnes. Après sa mort, j'avais appris qu'on en avait fait une sorte de mausolée à sa mémoire. Ce reine s'était installé dans sa chambre, mais le salon servait de salle de réunion pour le clan. Je n'y avais jamais été, mais je connaissais le chemin. Je m'engageais dans l'escalier comme une flèche en vol, croisais dans le couloir un couple pris dans une étreinte passionnée et pilais devant la lourde porte bardée de fer. Mais un huis épais, qui n'est pas convenablement barré, ne constitue pas un obstacle, et, quelques instants plus tard, le battant s'ouvrait devant moi. Des chaises étaient disposées en demi-cercle autour d'une table, au centre de laquelle brûlait une grosse bougie, afin d'aider à la concentration, supposai-je. Seuls 2 sièges étaient occupés. Justin et Sereine étaient assis côte à côte, les mains jointes, les yeux clos, la tête rejetée en arrière dans l'extase de l'art. Guillaume n'était pas là. J'avais espéré le trouver en leur compagnie. Une fraction de seconde, j'observais leur visage. Ils étaient luisants de transpiration. Et je me sentis flatté qu'ils mettent tant d'efforts à abattre mes murailles. Leurs lèvres se tordaient en sourires convulsifs, tandis qu'ils résistaient à la volupté de l'art et se concentraient sur l'objet plutôt que sur le plaisir de leur activité. Je n'hésitais pas. Surprise, fis-je à mi-voix. Je tirai la tête de Sereine en arrière et passai la lame du couteau du roi sur sa gorge offerte. Elle eut un sombresaut et je la laissai tomber par terre. Elle répandit une considérable quantité de sang. Justin se leva brusquement en poussant un cri, et je me préparai à son attaque. Mais il me prit au dépourvu. Il s'enfuit en piaillant dans le couloir. Je le pris en chasse, le couteau à la main. On aurait cru entendre un porc à l'abattoir et courait à une vitesse extraordinaire, sans s'embarrasser de détours. Il se précipitait tout droit vers la grande salle, sans cesser de hurler. Derrière lui, je riais à gorge déployée. Aujourd'hui encore, ce souvenir me paraît incroyable. Et pourtant, il est véridique.
Croyait-il que Royal allait tirer l'épée pour le défendre? S'imaginait-il, après qu'il avait tué mon roi, que que je laisserais le moindre obstacle se dresser entre lui et moi? Dans la grande salle, des musiciens jouaient et l'on dansait. Mais l'entrée de Justin y mit un terme. J'avais gagné du terrain, si bien que nous étions plus séparés que par une vingtaine de pas, quand il heurta une table chargée de plats. Encore sous le choc, nul n'avait bougé quand je bondis sur lui et le précipitai à terre. Je le lardai d'une demi-douzaine de coups de couteau avant que quiconque s'invise d'intervenir. Comme des gardes originaires de Bauge cherchaient à s'emparer de moi, je leur jetai le cadavre agité de convulsions de Justin dans les jambes et sautai sur une table derrière moi. Je brandis mon arme, dégoûtante de sang. Le couteau du roi! Criai-je en le montrant à la cantonade. Il s'est payé de sang pour la vengeance du roi. C'est tout. Il est fou! Cria quelqu'un. La mort de vérité l'a rendu fou! Subtil! Répondis-je furieux. C'est le roi Subtil qui est mort, par traîtrise cette nuit. Les gardes de l'intérieur foncèrent en bloc contre ma table. Je ne les avais pas crus si nombreux, et nous nous effondrâmes tous ensemble au milieu d'une avalanche de nourriture et de vaisselle. Des gens criaient, mais certains s'avançaient pour mieux voir tandis que d'autres reculaient, en proie à l'horreur. Odd aurait été fier de moi. Avec le couteau du roi, je tins en respect 3 hommes armés d'épées courtes. Je dansais, bondis, pirouettais. J'étais trop vif pour eux, et les égratignures qu'ils m'infligeaient ne me causaient aucune douleur. Je portais 2 bonnes entailles sur 2 d'entre eux, simplement parce qu'ils ne pensaient pas que j'oserais m'approcher assez. Quelque part dans la foule, quelqu'un cria « Aux armes! Aux bâtards! Il tue, fils de chevalerie !» Une échauffourée s'ensuivit, mais je ne pus distinguer qui y participait, ni même y prêter attention. Je transperçai la main d'un garde, et il lâcha son épée. Subtil! S'exclama une voix par-dessus le vacarme. On a tué le roi Subtil! Au bruit de la bagarre, je compris que de nouveaux protagonistes s'y étaient mêlés. Mais je n'avais pas le temps d'y jeter le moindre coup d'œil. J'entendis une autre table s'écrouler à grand fracas, et un hurlement traversa la salle. À cet instant, les gardes de Castelcer pénétrèrent dans la pièce, et la voix de Kerf s'éleva au-dessus du tumulte. Séparez-les! Faites-leur cesser le combat! Tâchez de ne pas verser le sang dans la salle du roi! Je vis mes assaillants encerclés. J'aperçus l'air consterné de l'âme quand il me reconnut. Puis il brailla par-dessus son épaule. Ces fils de chevalerie! Ils essayent de tuer le Fitz! Séparez-les! Désarmez-les! Kerf donna un grand coup de tête contre le front d'un des gardes royales qui s'effondra comme une masse. Derrière lui, je vis des groupes de gens se mettre à se battre à leur tour, tandis que les soldats de Serre se jetaient sur les gardes personnels de Royal, ferraillaient pour les obliger à baisser l'épée et exigeaient qu'ils la remissent au fourreau. J'eus enfin la place de respirer et le temps de regarder autour de moi. En effet, un nombre considérable de personnes se battaient. Et ce n'étaient pas seulement des gardes. Des bagarres à poings nus avaient éclaté entre les invités eux-mêmes. La situation paraissait devoir tourner à la rixe générale lorsque soudain l'âme, un de nos gardes, envoya 2 de mes attaquants au sol à grands coups d'épaule. Puis d'un bond, il vint se placer devant moi. L'âme! M'écriai-je avec joie, le prenant pour un allié. Puis, comme je remarquais sa position défensive, je lui dis Tu sais bien que je ne tirerai pas l'épée contre toi. Je le sais bien, mon gars, répondit-il avec tristesse, et le vieux soldat se jeta sur moi et me ceintura solidement. J'ignore qui me frappa sur l'arrière du crâne et quel objet on utilisa.